Cette émission est offerte en vidéo-description pour les personnes ayant une déficience visuelle. Aujourd'hui, deux histoires bouleversantes et révoltantes. La grève de l'amiante. De courageux travailleurs luttent pour leurs droits et leur dignité. Mais tout d'abord, l'affaire Aurore Gagnon, l'enfant martyr. La troublante histoire d'Aurore Gagnon, une jeune fille battue par sa belle-mère et par son père, fait partie de notre mythologie nationale. Survenu au siècle dernier, ce drame familial renvoie à une vaste réflexion sur la nécessité de protéger les enfants. Aujourd'hui, les cas de maltraitance font encore partie de la triste réalité. Le décès de la fillette de Granby en 2019 est là pour en témoigner. C'est une immense déception pour moi de voir à quel point on a mis des politiques sociales si importantes et de voir qu'on peut se confronter à des échecs comme ça. Je trouve ça très dur. Jean-François Chicoine est plus qu'un pédiatre. C'est l'un de nos grands protecteurs de l'enfance. Il porte la parole de ceux qui ne peuvent se défendre, nous rappelant que la santé d'une société se mesure à la sécurité qu'elle offre à ses enfants. Se souvenir d'Aurore, c'est rappeler l'importance de ne jamais détourner le regard. Est-ce qu'on est mieux outillé aujourd'hui pour éviter des cas comme la petite Aurore Gagnon? C'est dur à identifier parce que c'est souvent invisible puis ça se passe à la maison. Il y a des choses qui sont beaucoup améliorées au Québec à travers les années. Ce qu'on s'est aperçu, je commence par les bonnes ou les mauvaises nouvelles? Mauvaise, puis on finit par la bonne. Dans les mauvaises nouvelles, au niveau de la maltraitance sévère, il y a très peu d'évolution, par exemple, dans les 5-6 dernières années. Cette maltraitance sévère-là, elle est à peu près pareille, ce qui fait qu'il faut être encore en alerte. Par ailleurs, il y a des choses qui se sont améliorées. Par exemple, la violence ordinaire. Taper un enfant dans la vie de tous les jours, le taper en public, tout ça a diminué, là. Dans les enquêtes au Québec, mettons que 30 de la population disait qu'il n'aurait pas hésité à frapper un enfant pour le punir, le réprimander. Ça existait il y a 20-30 ans, 30 On est rendu à 10 là, tu sais. Donc, c'est moins acceptable de le faire, malgré que les lois n'ont pas toujours suivi. C'est la même chose dans d'autres pays, et ça, c'est formidable. Je vais te la laver, moi, ta sale petite boîte à mensonges. Tiens, mange ça. Mange. À quel moment commence le calvaire d'Aurore Gagnon? Probablement à l'été 1919, parce que les premiers sévices vont commencer. Des coups, des brûlures. Elle va même se blesser aux pieds et elle va être hospitalisée pendant 1 mois à Québec. Donc, elle s'éloigne du village. Là, elle a un répit. Mais quand elle revient, les sévices reprennent. Et tranquillement, son état physique va décliner de plus en plus. Ce qui fait qu'en 1920, on commence à alerter les pouvoirs publics. Mais malheureusement, quand on va intervenir, ça va être trop tard. C'est fini. Selon le légiste, c'est vraiment des suites de sévices qu'elle aurait subies, qu'elle serait décédée, et c'est la pièce maîtresse qui mènera au procès de l'arrestation du père et de la belle-mère d'Aurore. La popularité du genre true crime est indéniable aujourd'hui. Est-ce que ça a suscité aussi l'intérêt des gens à l'époque? Tellement, il faut dire qu'on était friands de mélodrames, que les journaux, déjà au début du 20e siècle, il y avait des rubriques de faits divers, des faits criminels. Donc, on était friands de ces gros titres, de ces reconstitutions de procès. Et très rapidement, la belle-mère, Marianne Haude, va devenir cette méchante mégère, cette marâtre au cerveau diabolique, comme on la surnomme. Pendant longtemps, le sort des enfants vulnérables relevait des communautés religieuses. Mais au 19e siècle, le gouvernement a créé la loi des écoles industrielles et s'est engagé à éduquer les orphelins pour qu'ils puissent trouver du travail. Le système considérait alors les enfants en difficulté comme des délinquants et misait sur les écoles de réforme et les tribunaux pour mineurs afin de les redresser. Ça a quand même été assez long avant que le gouvernement assume la responsabilité de protéger les enfants les plus vulnérables. Quel a été le point tournant?
En fait, il y a un moment phare. C'est 1974. On apprend qu'un enfant aurait été séquestré pendant 45 jours dans un placard. Vous imaginez bien que ça suscite l'indignation collective et ça va entraîner des réformes. En 1977, le gouvernement de René Lévesque vote une loi majeure. C'est la loi 24, la loi sur la protection de la jeunesse, et dans laquelle on stipulait qu'on allait créer la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. On disait aussi qu'on allait préconiser l'aide aux enfants vulnérables. C'est une des premières fois où on reconnaît l'enfant comme une personne à part entière, donc qui a les droits de toute personne dans une société civilisée. Et aussi, on obligeait à briser cette loi du silence. À partir du moment où on est témoin en tant qu'individu ou en tant que professionnel d'un cas d'enfant maltraité, il faut le dire, il faut le dénoncer. Il m'arrive d'aller à la cour pour ce genre de situation-là. Souvent, j'ai une fois donné un témoignage qui faisait que j'étais très certain que l'enfant ne pouvait pas retourner dans sa famille. Et c'était la décision du juge, pas la mienne. Et puis, la maman, après l'audience, vient me voir. La maman me dit, « Docteur, je comprends pourquoi j'ai plus mon enfant, mais là, je suis enceinte. Est-ce que vous voulez devenir son pédiatre? » Il y a peu de choses qui m'empêchent de parler dans la vie, mais là, je n'ai vraiment pas su quoi répondre. Parce que cette question-là était tout à fait pertinente et je me suis dit, tiens, juste à travers ce processus-là, entre la DPJ, les familles d'accueil, les procès, les trucs, l'expertise, bien, il y a quelque chose qui fait que cette personne-là qui avait battu son enfant, littéralement, avait évolué. Quand on bouge, il se passe quelque chose. Puis quand on bouge ensemble, il peut se passer quelque chose de grand. Les funérailles d'Aurore Gagnon ont lieu le 14 février 1920. À quel moment les parents sont accusés officiellement? Pas de temps après. Parce que le rapport du coroner est publié. Malgré les accusations, ça ne les empêchera pas de plaider non coupables. Mais malgré tout, ils vont quand même être mis en prison de manière préventive, jusqu'à ce qu'arrive le premier procès, le 13 avril 1920, qui va être celui de Marianne Hood. Est-ce qu'on a eu droit à un procès spectacle? Eh mon Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. La salle d'audience, elle est pleine à craquer pour le procès de Marianne Hood. Tous les journalistes sont là pour couvrir l'événement. Et au départ, donc, Marianne Hood plaide non coupable. Et à un moment donné, l'avocat va changer de stratégie et va évoquer la folie. Et vous, madame, vous ne dites rien pendant que le juré délibère? Je n'ai rien à craindre, moi. Mon avocat m'a dit que je ne serais pas pendue. Mais les experts vont être amenés à la barre et la majorité vont dire non, c'est pas vrai, elle est saine d'esprit. Elle est reconnue coupable de meurtre et donc le châtiment sera la peine de mort. Messieurs les jurés, quel est votre verdict? Coupable. Je vous condamne à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Que Dieu ait pitié de votre âme. Non! 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 La peine de Marianne Hood est commuée en emprisonnement à perpétuité. Elle est libérée 15 ans plus tard et décède quelques mois après sa remise en liberté. Télesphore Gagnon, le père de la petite Aurore, subit également un procès où il joue la carte du mari trop occupé par son travail pour remarquer que sa petite-fille était torturée. Il est lui aussi condamné à la prison à vie, mais se voit libéré après 5 ans de détention. Il meurt en 1961. On est plusieurs à avoir connu l'histoire d'Aurore Gagnon par le cinéma. Il y a eu 2 films. Est-ce que ces films-là ont été à la hauteur de la tragédie? C'est vrai qu'ils ont été extrêmement populaires, ces 2 films-là, mais ce qu'on doit dire avant, c'est qu'en 1921, 1 an après le drame, il y a eu une pièce de théâtre qui a été écrite. C'était une époque où on adorait les mélodrames. Et cette pièce de théâtre va être extrêmement populaire. C'est la pièce qui a été jouée le plus souvent, plus que Brou, jusqu'à 6000 fois. Elle est jouée non seulement au Québec, mais en Nouvelle-Angleterre, un petit peu partout au Canada, à un tel point qu'on est obligé d'envoyer 2 troupes en même temps à certains moments. Et elle va être jouée pendant 30 ans. Et celle qui jouait le rôle de la marâtre, Lucie Mitchell, va reprendre le rôle dans le film de Bigra qui sort en 1952. Et la pauvre Lucie Mitchell, on va l'associer à ce rôle-là toute sa vie. Elle va se faire agresser dans la rue. En direct du garde-robe de Radio-Canada, voici la première cérémonie des Aurores.
avec vos animateurs. Et plus près de nous, les prix Aurore, qui ont été initiés par Infoman, ben ça vient de là, ça vient de ce film de 1952, parce que peut-être qu'il était populaire, mais il était artistiquement, on va se le dire, extrêmement mauvais. La tragédie d'Aurore Gagnon a marqué l'histoire culturelle et criminelle de la province. Est-ce que ça a eu un impact sur la société aussi? Bien, peut-être pas sur le plan législatif, mais elle est devenue, Aurore, un peu le symbole de cet aveuglement collectif. Un petit peu comme on a revécu 100 ans plus tard avec l'histoire de la fillette de Granby, et on a tous une responsabilité collective à l'égard de ces enfants maltraités. Dans l'histoire d'Aurore, il y a une communauté qui essaye de faire un peu quelque chose. Il y a le voisin, il y a le cul. Tu veux pas trop déranger, non? Il veut pas déranger. Cette histoire-là, elle existe encore aujourd'hui. Puis je peux citer, puisque c'est public maintenant et que je n'étais pas impliqué professionnellement directement dans cette petite fille de Granby, OK? Ben, j'ai revisé le dossier. Je pense qu'il y en a 110 qui sont intervenus et qui n'ont pas empêché cette petite fille-là de mourir enrobée de ruban gommé dans un garde-robe. Est-ce que c'est quelque chose qui appartient à notre siècle, de ne pas trop se mêler des affaires du voisin? Est-ce que les réseaux sociaux sont en train de nous donner, par exemple, l'impression d'agir sur des causes inacceptables, alors que c'est dans le réel qu'il faut avoir du service? C'est une grande question pour moi. Et là, on rentre dans quelque chose d'autre, mais on y a droit d'y aller quand on voit toujours certaines choses revenir. Le barbecue. Ça sent toujours bon. Mais avec une coupe de feu et du bœuf de première qualité, difficile de trouver mieux. Métro. Buick Envision. Des technologies aussi novatrices qu'intuitives. Un design perceptible dans les moindres détails. Certains luxes sont plus accessibles que jamais. Voici Buick aujourd'hui. Buick, redéfinir l'exceptionnel. Salut, c'est Pierre-Luc Fong pour parler de la Fête nationale 2026. Le 23 et 24 juin, le Québec fête en grand. On célèbre notre musique, notre identité, puis tout ce qui nous rassemble. Consultez la programmation, puis venez fêter avec nous autres. Puis surtout, n'oubliez pas le plus important, le petit drapeau. Trouve son chemin et que la nature reprend ses droits. C'est plus fort que nous. On doit partir à l'aventure. C'est le temps de mettre le nez dehors, d'explorer les richesses infinies de notre immense territoire et de prendre un bon bain de nature. Parce que le Québec est notre terrain de jeu et on peut enfin en profiter à fond pour aller jouer dehors. Cette saison, partez à l'aventure avec la nouvelle Crosstrek 2026 de Subaru. Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. Subaru, c'est nous. Après des pleurs, des commentaires intenses et beaucoup d'émojis avec des petites larmes, ça y est, les sandwichs gratinés au fromage fondu sont de retour. Commandez le classique au fromage ou le décadent au bacon chez Tim. Depuis que j'ai gagné à la loterie Grande Vie, je reçois 1000 $ par jour à vie. Ça fait que le lundi, je remplis le coffre et on part. Ben oui! Le mardi, le mercredi et le jeudi. Pendant que je fais 1000 $ par jour, je remplis mes batteries et on joue dehors. Ben oui! Et le vendredi, je remplis la première rangée puis on crie fort!
Avec Grande Vie, faites le plein de projets à tous les jours. En plus, les 18 et 22 juin, il y a 3 lots bonus de 25 000 $ par année à vie à gagner. Ça, c'est une Grande Vie bien remplie. 18 ans ou plus. Pour vos grillades, on fait ça tranché plus épais, mariné, ficelé. Plus épais pour moi. Mariné pour moi. Encore. Et voilà! Vous êtes servi. Bravo, monsieur le boucher. IGA, vive la bouffe et le bon service. Chevrolet est numéro 1 des ventes de véhicules électriques au Québec. Ça fait que des Bolt et des Equinox EV, vous allez en voir partout. Bolt. Equinox EV. Bolt. Equinox EV. Bolt. Ah. Bolt. Equinox EV. Equinox EV. Encore un Bolt. Equinox EV! Profitez de rabais gouvernementaux allant jusqu'à 7 000 $. De plus, les membres Costco admissibles obtiennent jusqu'à 1 200 $ en prime chez vos concessionnaires Chevrolet. Chaque époque a ses points de bascule, des moments qui marquent les esprits et qui opposent deux visions du monde. Au Québec, la grève de l'amiante est l'un de ces jalons historiques. En 1949, des mineurs n'en peuvent plus de leurs conditions de travail exécrables et de leur salaire médiocre. En signe de protestation, ils déclenchent la grève de l'amiante, un conflit empreint de violence qui s'avère un tournant majeur dans l'histoire sociale du Québec. C'est pas des métiers faciles comme tels. C'est des gens qui, la plupart du temps, vieillissent plus vite que la moyenne, je dirais. Là. Oui, M. Ferron? Oui. Bonjour, Nicolas Paquette, réalisateur de documentaire. Là. Nicolas Paquette est une figure importante de notre cinéma documentaire. Le droit à un travail digne, la sécurité face aux risques industriels et la solidarité ouvrière sont des fils conducteurs de sa démarche de cinéaste. Dans son film Malartic, il dévoile avec pertinence et conviction le côté sombre des villes minières du Québec. Nicolas, quels sont les impacts quand l'industrie minière devient le cœur économique d'une ville? C'est quoi les risques? Bien, le premier risque, c'est que le projet soit monté et que le projet ne se fasse pas. Ça, on le voit souvent. Après, l'autre risque, c'est que là, on devient carrément dépendant de cette industrie-là, de cette mono-industrie-là. On n'ose plus demander que certaines choses soient faites différemment parce qu'on a peur qu'il y ait des représailles ou que, tout simplement, ils disent, bon, ben si ici, on n'est plus les bienvenus, on s'en va ailleurs. Moi, j'ai eu des témoignages que j'ai décidé de ne pas mettre dans le film parce que j'avais peur que ces commerçants-là, entre autres, puissent avoir des représailles parce qu'ils avaient des contrats ou des bénéfices pour leur entreprise qui venaient de la mine. J'ai même entendu des gens qui faisaient du bénévolat, puis on leur a dit, bien, ce serait mieux que vous veniez plus faire du bénévolat parce que, comme on sait que vous avez un regard, disons, critique envers le projet, bien, nous, ça paraît pas bien si on veut aller demander du financement à la compagnie. C'est quelque chose. Oui. Interdit au Québec, l'amiante a longtemps été prisée pour ses qualités ignifuges. Bien que les dangers de son exposition soient connus depuis le début du 20e siècle, nos industries d'après-guerre exploitent le matériau sans se soucier de la santé de leurs travailleurs. Le gouvernement de Maurice Duplessis adopte même des mesures pour inciter les compagnies étrangères à venir profiter de la ressource. Et à quoi pouvait ressembler le travail dans les mines d'amiante à cette époque? Ça ressemblait à ce à quoi les mineurs ressemblaient quand ils sortaient de la mine. C'est-à-dire qu'ils étaient blancs des pieds à la tête. Il n'y avait pas de système de climatisation, il n'y avait pas de rabattage de la poussière, il n'y avait pas de masque anti-poussière aussi. La mécanique qui entourait l'extraction du minerai faisait en sorte qu'il y avait un maximum de poussière qui était projetée partout. Et pas juste pour les mineurs. Sur la ville entière, il y a des tas qui ont poussé des tas de résidus énormes, que le vent charriait des fibres partout à des kilomètres à la ronde. Même les arbres refusaient de pousser là-dessus pendant des dizaines d'années. Alors, il y avait une sorte de paysage lunaire avec des gens qui semblaient sortir d'outre-tombe en sortant tout blanc. Et donc, leurs poumons étaient considérablement affectés assez rapidement. On ne compte plus les gens qui ont été malades, qui sont morts de cette maladie-là, qui est une maladie purement industrielle. Mais si c'était si dangereux, pourquoi les gens continuaient de travailler à la mine? Mais on ne se rend pas compte à quel point, en Amérique du Nord, au Québec comme ailleurs, il y a eu beaucoup de villes dont l'idée même de la ville était construite sur le fait qu'une entreprise était là. Et même le nom de certaines villes est calqué sur le nom du propriétaire de la mine qui l'exploite. Alors, c'est des villes industrielles, littéralement. Si tu as toujours vécu là, bien, c'est s'arracher soi-même à ce qui te fait vivre et qui te fait mourir en même temps.
Pendant que les ouvriers de la compagnie minière Johns Manville négocient de meilleurs salaires et conditions de travail, ils découvrent que le président du tribunal d'arbitrage loge dans la suite du grand patron de la compagnie. La confiance est aussitôt rompue. Le soir du 13 février 1949, les 2000 syndiqués d'asbestos et les 3000 de Thetford Mines choisissent de braver la loi et de débrayer. Et quelle a été la réaction de Duplessis face à ce grand débrayage qu'il avait pourtant interdit? Duplessis a toujours à peu près la même réaction devant ceux qui s'opposent à lui. Il les traite systématiquement de communistes, avec plusieurs S à la fin, de socialistes aussi. Ah, évidemment, les ouvriers, ils veulent juste manger mieux, vivre mieux, s'organiser mieux, avoir des conditions de vie décentes. Quiconque est susceptible d'être trop rouge, comme votre chandail, et associer donc cette couleur-là au communisme, c'est dire qu'ils veulent changer la société, qu'ils n'ont pas de bon sens, qu'ils veulent miner les fondements même de l'ordre social et qu'ils veulent tout déboulonner. Quelle était la position du clergé dans ce conflit-là? C'est intéressant parce que l'Église, souvent, était du côté de Maurice Duplessis, parce que Duplessis va beaucoup se servir de ses liens avec l'Église pour exercer son pouvoir. Mais là, on était dans une drôle de situation parce que le syndicat qui représentait les ouvriers, c'était un syndicat catholique. Donc, il y avait des aumôniers qui étaient du côté des ouvriers. Il y avait aussi les curés de la localité, des paroisses locales qui étaient du côté des ouvriers. Et ça allait assez loin. L'archevêque de Montréal, Monseigneur Charbonneau, supportait les grévistes. Il disait que leur lutte était juste. Preuve du soutien de l'Église aux grévistes, c'est que dans 12 diocèses, les évêques vont organiser des quêtes. Et on va amasser en soutien aux grévistes 500 000 en argent, 75 000 en denrées. Donc, il y avait ce soutien-là qui venait de l'Église, qui venait un peu comme de l'intérieur. Monseigneur Charbonneau, pour avoir soutenu les grévistes, va quand même en payer le prix. Après le conflit, il va être envoyé en Colombie-Britannique. Et est-ce que ce conflit de travail-là a fini par déraper? Oui. Le conflit a dérapé le 5 mai 1949. On l'a même appelé le jeudi sanglant. Ce jour-là, les grévistes décident de briser l'interdiction qu'il y avait de former une ligne de piquetage. Donc, une ligne de piquetage pacifique qui est formée. Mais à cette mobilisation-là, les policiers vont répliquer avec des gaz lacrymogènes. À partir de ce moment-là, ça vire en émeute. Ce jour-là, il y a 200 grévistes qui sont arrêtés. Certains sont poursuivis jusque dans leur maison. Et il y a un nombre de ces grévistes-là qui sont même battus aussi. Donc, c'est une journée où il y a eu beaucoup de violence. Et c'est vraiment une journée où, c'était clair, il y avait de la brutalité policière là, à Asbestos. Toute cette violence et ces tensions, comment le conflit a pu se résoudre? C'est un peu avec l'Église qui sert de médiateur. Monseigneur Maurice Roy, qui est l'archevêque de Québec, il invite au fond le grand patron à s'asseoir avec les ouvriers, puis on va convenir de pas grand-chose. Ils vont obtenir 10 sous d'augmentation alors qu'ils en demandaient 15, et il n'y a pas rien sur les conditions sanitaire, donc la protection pour les poumons, les bronches des travailleurs, ça ne viendra pas. Ça, c'est pas à ce moment-là. Donc, on étouffe l'affaire. C'est ça, au fond, sous le grand couvert de l'Église, la croix et le goupillon fait en sorte que l'ordre social est maintenu à peu près tel qu'il était. C'est parti. Qu'est-ce que tu vas faire si tu peux pas être dormant? Crise personnelle. J'ai peur pour toi. Et nouveaux défis. Mon Fanny, Toute mêlée. Minuit le soir, saison 3, ce soir 21h30 et l'intégrale dès maintenant sur le web et l'appli de Télé-Québec. Il y a un super-héros en ville. Tout le monde l'appelle Montréal-Man. C'est toi, Montréal-Man. C'est pas de tes affaires. Mais t'es pas tuable, toi? Montréal-Man. À voir dès maintenant sur le web et l'appli de Télé-Québec. Le Tucson hybride de Hyundai. Il peut parcourir jusqu'à 776 km avec un seul plein. Pour emmener tout votre monde encore plus loin. Et avec un groupe motopropulseur hybride turbocompressé, il offre autant de puissance que d'économie, sans compromis sur la performance. Le Tucson hybride de Hyundai. Toujours prêt où que vous alliez. Moi mets le paquet avec le concours Extravamoi. Jusqu'au 1er juillet, il suffit de présenter sa carte Moi en magasin ou en ligne pour courir la chance de gagner une maison Bonneville. En plus, il y a une panoplie de prix exclusifs à remporter sur programmemoi.ca. Jouer tous les jours, c'est payant avec moi.
Passez à RBC et obtenez le nouvel iPad. Votre idée de suivre le fil prend vie ici. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le nouveau Freestyle Libre 3 Plus est le plus petit capteur au monde. Il m'aide à faire des choix éclairés. Parlez à votre médecin du capteur Freestyle Libre 3 Plus, dès aujourd'hui. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut défier à bord du GMC Terrain de nouvelle génération. Le Terrain Élévation 2026. Louez-le pour l'équivalent de 137 $ par semaine, 0 $ d'acompte. Oh! Attention le feu. C'est chaud, c'est délicieux. Ce soir, je veux manger relevé, Corsé? endiablé, etc. Le nouveau menu chaud comme tu veux de Subway. De relevé à corsé à endiablé. Fraîchement préparé dans un pain au piment Ghost. Cet été, on se donne rendez-vous aux quatre coins du Québec. Et parce qu'ici, on est des gens bienveillants, tout le monde y met du sien. Vous apportez les brillants? On aide à faire briller la culture d'ici. Vous veillez tard pour rien manquer? On veille sur notre monde, un petit geste à la fois. Vous soutenez ceux et celles qui comptent pour vous, nous autres aussi. Vous voyez, tout le monde fait sa part et c'est vraiment beau à voir. Les Rendez-vous Loto-Québec, fiers de contribuer à plus de 50 événements qui nous rassemblent. Buick Envision. Des technologies aussi novatrices qu'intuitives. Un design perceptible dans les moindres détails. Certains luxes sont plus accessibles que jamais. Voici Buick aujourd'hui. Buick. Redéfinir l'exceptionnel. Pour vos grillades, on fait ça tranché plus épais, mariné, ficelé. Plus épais pour moi. Mariné pour moi. Encore. Et voilà! Vous êtes servi! Bravo, monsieur le boucher. IGA, vive la bouffe et le bon service. L'héritage de la grève de l'amiante demeure immense. Plus qu'un simple affrontement entre patrons et employés, cette crise est annonciatrice d'une société sur le point de remettre en cause sa destinée. Malheureusement, il faudra attendre 1975 pour que les victimes d'amiantose soient indemnisées. Malgré une nette amélioration des conditions de travail, trop de gens au Québec sont encore affectés par les méthodes, parfois douteuses, de certaines industries. On en entend parler depuis plusieurs années, entre autres avec la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Ces industries-là font un peu fi de la santé des citoyens, des communautés, alors que c'est souvent les citoyens qui font rouler leurs usines. Comment est-ce qu'un citoyen ordinaire peut influencer la gestion de son territoire? Ça se peut-tu, ça? Bien, ce qu'on a vu souvent, c'est que quand les gens se lèvent tôt, et je dirais se soulèvent tôt, ben, ça peut avoir un impact. Il faudrait que les lois changent davantage pour que les retombées locales soient plus importantes, pour que les redevances pour le gouvernement soient plus importantes, puis aussi pour que le respect des citoyens soit vraiment mis de l'avant. Est-ce que vous croyez à ça, que ça puisse arriver? Bien, je pense pas que dans le contexte actuel où vraiment ce qui mène les décisions, c'est le coût de l'action en bourse. Le territoire ne nous appartient jamais, finalement. Non, nous, on possède les objets, mais après, le territoire, il appartient à qui veut l'exploiter. C'est la même chose pour la forêt, pour les rivières, etc. Donc, là aussi, il y aurait une grande réflexion à faire tous ensemble. Dans ces moments-là que je suis heureuse d'avoir une très belle collection de chapeaux. C'est tout ce que j'ai. Ils me l'enlèveront pas. C'était le dernier épisode de Québec. La semaine prochaine, voyez le film Fanny avant le grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale.